Hello tout le monde, c'est Lilian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne du Mentor. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de te dire « Mais je suis peut-être pas à ma place en fait ». Ou tu sais, d'entendre cette petite voix qui te dit « Non, mais laisse tomber, ce sera jamais accessible pour toi ». Bref, tu l'as peut-être compris, mais je parle de ce boulet qu'on se traîne tous un petit peu dans notre vie et qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et si ça te parle, tu te demandes peut-être qu'est-ce qui le provoque dans ton cerveau. Ben ça tombe bien, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et en plus, cadeau, à la fin, je te donnerai des tips pour apprendre à mieux le gérer au quotidien. Apprenons donc à dompter l'imposteur qui sommeille en nous dans ce nouveau format Upgrader. Bon alors pour commencer, si tu penses être le seul à être concerné, bah tu te trompes. En effet, ce syndrome de l'imposteur, ça touche une grande majorité de personnes. En effet, d'après The Journal of Behavioral Science, oh yeah, on fait même de l'English dans cette chaîne, 70% de la population a déjà vécu au moins une fois dans sa vie une situation dans laquelle il avait l'impression d'être un imposteur. Et il se trouve que ça touche aussi bien les femmes que les hommes. Et autre point important, ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Donc emploi ouvrier, emploi qualifié, emploi de haut niveau, dirigeant, tout le monde est concerné. Et enfin, s'il est vrai que ce syndrome apparaît plutôt dans un contexte professionnel, il n'est pas rare aussi qu'il apparaisse dans nos vies perso. Mais alors, à quoi ça ressemble concrètement? Donc il faut savoir que ce syndrome de l'imposteur, il a été identifié et nommé pour la première fois en 1978 par deux psychologues américaines. Donc tu vois, ça va bientôt fêter ses 50 ans et on n'en est toujours même pas aujourd'hui. Concrètement, un syndrome de l'imposteur, ça définit une tendance psychologique à se remettre en question très souvent. Et ça va prendre généralement la forme d'une sorte de message qu'on se dit à soi-même et qui peut ressembler à ça. De toute façon, je ne vais jamais y arriver. Ouais, j'ai un peu eu de la chance quoi. Concrètement, ça signifie que tu vas avoir une tendance à attribuer tes succès, tes réussites, à des éléments extérieurs ou à une intervention surnaturelle. Alors que, par contre, tes échecs, tu vas avoir tendance à dire que c'est de ta faute. Donc en gros, quand tu réussis, c'est jamais toi. Par contre, quand tu échoues, c'est systématiquement par ta faute. Tu comprends la logique de déséquilibre dans le syndrome de l'imposteur? Les personnes qui ont une tendance à subir ce syndrome de l'imposteur vont généralement s'infliger des exigences très élevées et vont aller chercher un perfectionnisme extrême. Elles vont également avoir tendance à avoir une faible estime d'elles-mêmes et à dénigrer leurs qualités ou leurs compétences. Non mais de toute façon, je suis nul, t'as vu ce que j'ai fait, c'est vraiment naze. Et enfin, autre comportement qu'on va voir apparaître, et qui est d'ailleurs, je trouve, le plus vicieux, c'est que pour réaliser une tâche, généralement, elles vont engager beaucoup de travail. Bah oui, comme je pense que je suis pas assez bon, il faut que je travaille beaucoup. C'est ça la logique. Et si jamais elles réussissent à atteindre leurs objectifs, bah tu sais quoi, ce sera jamais grâce à elles, mais grâce au travail qu'elles ont fourni. Donc en gros, c'est parce qu'il y a eu une quantité de travail qu'elles ont réussi, mais surtout pas grâce à leur capacité naturelle. Bon, bah maintenant qu'on a mis des mots et des caractéristiques sur ce passager clandestin, dont on aimerait bien se débarrasser, hein, on va pas se mentir. Et avant que je te donne des stratégies pour apprendre à mieux le gérer, on va aller voir concrètement ce qui se passe dans notre cerveau quand nous pensons être un imposteur. Alors, première des choses, c'est que ce n'est pas une maladie. Donc en gros, ça sert à rien d'aller voir ton médecin pour obtenir un traitement, il n'y en a pas. Le syndrome de l'imposteur, il prend ses origines dans notre construction sociale. Notamment parce que nous avons une tendance naturelle à nous comparer aux autres. Tu sais, pour savoir si on est dans cette norme à la con, que nous nous fixons tous comme des idiots. Être le plus beau, la plus riche, le plus maigre, la plus admirée, etc., etc. Et d'ailleurs, tu peux remercier les réseaux sociaux qui vont avoir tendance à renforcer notre syndrome de l'imposteur. Merci les gars, cool. Donc au-delà du fait de se comparer aux autres, qui est un fonctionnement normal et dans lequel le syndrome de l'imposteur puise ses sources, l'éducation va aussi avoir un rôle à jouer. Plusieurs études ont montré que c'est la différence de perception chez un jeune enfant qui va créer du syndrome de l'imposteur. Je m'explique. Prenons le cas d'un élève qui est perçu différemment à l'école et à la maison. Dans l'un, on lui renvoie l'image que c'est plutôt un bon élève, alors que dans l'autre, il va plutôt recevoir un retour comme quoi c'est un élève médiocre ou qui pourrait faire un peu plus d'efforts. Bah tu sais quoi, notre cerveau va se focaliser sur la vision négative des choses et va avoir une tendance naturelle à penser que quand on nous dit que c'est bien, eh ben c'est un mensonge. Conséquence, plus tu ancres ça, plus à chaque fois qu'on te dit que quelque chose est bien ou que ce que tu as fait c'est formidable, tu vas avoir une tendance à penser que c'est pas vrai, ou qu'on te dit ça pour te faire plaisir,
ou que c'est juste qu'on augmente un peu la réalité des choses. Donc tu vois comment tout ça commence à se construire dans notre tête. Et enfin, il ne faut pas négliger non plus l'aspect de nos personnalités qui peut avoir une prédisposition à être dans le syndrome de l'imposteur. En effet, il y a des personnes qui ont naturellement moins confiance en elles que d'autres. Et qui parfois, dans le même temps, vont avoir tendance à surestimer les autres, à les voir plus beaux, meilleurs qu'ils ne sont réellement. Et donc c'est ça qui va continuer à aggraver l'écart entre la façon dont je me vois, la façon dont je perçois les autres, et plus l'écart est grand, plus il y a de fortes chances que ton syndrome de l'imposteur se développe. Des psychologues ont bien étudié ce système-là et ont été même capables de définir un modèle de 5 formes d'imposture. C'est le cas par exemple du docteur Valerie Young. En effet, elle a défini le premier profil comme étant celui des perfectionnistes. En gros, le principe, c'est qu'ils vont se fixer des objectifs très élevés, et dès qu'il va y avoir un premier problème dans la réalisation de leurs tâches, ils vont remettre en question toutes leurs compétences, et donc penser qu'ils ne sont pas bons. Le deuxième grand profil, c'est celui des experts. Donc là, ce sont des personnes qui vont avoir besoin d'avoir toutes les infos avant de se lancer. Et donc, les conséquences qui vont apparaître derrière, c'est que c'est des personnes qui ne vont pas forcément poser de questions quand elles n'ont pas compris, pour pas passer pour des idiots. On va aussi retrouver le profil du génie naturel. En gros, ce sont des personnes qui vont avoir des facilités à apprendre, des facilités à faire des choses, qui n'auront pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Par contre, le jour où elles doivent en faire un, elles vont avoir une tendance à remettre en question leurs capacités ou leurs compétences. Et la conclusion de ça, c'est qu'elles vont penser qu'elles ne sont pas bonnes. Puisque pour une fois, il faut faire un effort alors que d'habitude, c'est facile. Quatrième profil, celui des solistes. Alors eux, ils ont une tendance à penser que pour être bon, il faut accomplir tout par soi-même. Et donc, si je reçois de l'aide, c'est grâce à cette aide que j'ai réussi et pas à mes capacités naturelles. Conclusion, ils vont avoir beaucoup de mal à demander de l'aide. Et enfin, dernier profil, c'est celui des super-héros. Alors eux, c'est les personnes qui vont ressentir le besoin de travailler plus que les autres. Et en plus, vouloir être bon partout. Conclusion, dès qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils vont avoir tendance à penser qu'ils ne sont pas à leur place. Donc tu vois, 5 mécaniques différentes, et d'ailleurs, on peut être un mélange des 5, on n'est pas spécifiquement un profil, ça va dépendre de la situation, du moment. Mais ça repose toujours sur une même problématique, à savoir que quand tu souffres du syndrome de l'imposteur, tu ne veux pas être démasqué. Et donc les 5 profils te donnent inconsciemment des stratégies pour éviter d'être démasqué. Mais on est d'accord, hein, il n'y a pas de démasquage, t'es pas un imposteur. Donc ça, c'est juste une vision de ton cerveau sur la situation. Enfin, il y a 2 autres stratégies très connues que les personnes qui subissent un syndrome de l'imposteur vont avoir tendance à mettre en place. La première, c'est l'overdoing. Là, je t'avais dit qu'on allait faire de l'anglais. Donc en gros, ces personnes-là vont avoir tendance à travailler beaucoup. Comme ça, elles pourront attribuer le succès à la quantité de travail et non pas à ce qu'elles sont ou à leurs compétences naturelles. Okay, donc on retrouve la logique dont on a déjà parlé précédemment. Et on va aussi retrouver le comportement inverse, l'underdoing. Donc là, concrètement, ce sont des personnes qui vont fournir beaucoup moins de travail pour créer les conditions de l'échec. Comme ça, quand j'échoue, finalement, ça confirme que je suis bien un imposteur. Et si par hasard, je réussis quand même, tu sais quoi? Ce sera parce que j'ai eu du bol, et pas parce que j'ai des compétences naturelles. Donc tu vois, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est souvent un cercle vicieux. Désormais, nous savons quelles sont les conditions qui provoquent l'apparition de ce sentiment d'imposture. Et nous avons même vu les stratégies que nous mettons en place inconsciemment pour alimenter ce mécanisme. Mais maintenant, on va se prendre en main et il est temps de voir quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour apprendre à le gérer. Et tu sais quoi, ça tombe bien, ce sont des choses vraiment basiques à mettre en place. La première, c'est de ne pas hésiter à parler de tes doutes à d'autres personnes. Déjà parce que ça va te permettre de prendre du recul sur ta situation et d'avoir un point de vue objectif. Et ensuite, ça va te permettre de sortir de la mécanique du silence qu'implique le syndrome de l'imposteur. Puisque, en gros, je te rappelle que si je parle, il y a un risque qu'on finisse par comprendre que je suis nul, donc je ne parle pas. Ensuite, la deuxième posture, c'est de faire face. Donc ne pas hésiter à dire quand tu as peur. Ça rejoint un peu le premier point, mais à toi te le dire à toi-même surtout. Et aussi, à te donner tes propres antidotes à voix haute, en te basant sur des preuves concrètes que tu as déjà faites. Du style, j'ai déjà vécu cette situation, et en fait je m'en suis sorti la première fois. Donc il n'y a pas de raison que je m'en sorte pas cette fois-ci. Ou alors, par exemple, des choses comme, mais en fait j'ai autant de chances que les autres d'être pris dans tel poste. Parce que, factuellement, c'est vrai. Ok? Donc voilà, donne-toi ces antidotes-là pour contrer ton propre syndrome de l'imposteur. Autre stratégie, c'est de faire la bonne attribution de tes succès. Et en gros, quand tu réussis à faire quelque chose, dis-toi que c'est grâce à toi et à personne d'autre. Tu peux d'ailleurs même, si tu as besoin dans une période où tu sens que c'est un peu dur pour toi, chaque jour, fais-toi la liste de tes succès de la journée. Et n'hésite pas non plus à lister toutes tes compétences, tout ce que tu sais faire.
parce que tu l'as déjà fait en fait. Ok, ça va éviter la petite musique de « Ah mais de toute façon on est nul, on n'y arrive pas, machin bidule ». Et enfin, n'hésite vraiment pas à te projeter dans ton succès futur. Ok, concrètement, c'est bien aussi de penser que parfois tout va se dérouler comme prévu. Ça va te mettre en bonne énergie, ça va te donner de la confiance en toi, et puis de toute façon, ça va t'éviter de penser trop négativement. Et rassure-toi, ton cerveau, il est déjà calibré pour anticiper le pire, donc ça sert à rien que toi tu en rajoutes une couche derrière. Donc tu vois, des outils simples à mettre en place et qui peuvent vraiment changer la vie quand tu as l'impression de ne pas être au bon endroit, parce que tu penses ne pas être à la hauteur. Voilà ce que je pouvais te raconter sur ce syndrome de l'imposteur dont nous sommes tous victimes. Mais ce qu'il faut retenir aussi, surtout, c'est que nous pouvons faire évoluer les choses. Par exemple, si on commençait par féliciter les autres quand ils réussissent à faire quelque chose, ou même s'ils échouent, lui dire bravo d'avoir essayé, de s'être donné à fond. En faisant ça, on empêchera peut-être le syndrome de l'imposteur d'apparaître chez ces personnes-là. Et ce qui est vrai pour les autres, c'est vrai pour soi aussi. Donc, n'hésite pas à te féliciter quand tu as obtenu un succès, et même si tu échoues, dis-toi que tu as bien fait d'essayer. Donc tu vois, ça coûte pas très cher, hein. Parler, c'est gratos. Et pourtant, ça peut permettre d'apporter beaucoup de bénéfices autour de toi, mais aussi perso. C'était le Mentor, merci d'avoir suivi cette vidéo sur le syndrome de l'imposteur. J'espère que ça t'aura permis de comprendre d'où ça vient et comment le gérer pour éviter qu'il te pourrisse la vie trop longtemps. Et parce qu'on a vu que c'était important des fois d'objectiver, dans une prochaine vidéo, on va retourner un peu du côté de Parcoursup et je te donnerai des éléments pour que tu puisses évaluer sereinement tes chances d'être admis. Mais d'ici là, n'oublie pas, tu as le potentiel de devenir qui tu veux, à toi maintenant de t'en donner les moyens.